Vainqueur de l'Europa League la saison passée, l'Atalanta peut viser encore plus haut cette saison. À la lutte pour le Scudetto, cinquième au classement de la nouvelle formule de Champions League, la Dea de Gasperini continue d'épater tout son monde. Scudetto, Champions League, et pourquoi pas les deux? Est-ce que cette saison sera celle de la consécration absolue de l'Atalanta? C'est ce que nous allons essayer de vous dire aujourd'hui. Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un épisode consacré à l'Atalanta, une dea qui enflamme le calcio, qui enflamme l'Europe. Et pour parler de la déesse du football italien, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Contu. Ciao Théo. Ciao Gilbo, salut tout le monde. C'est une très très belle présentation pour parler de probablement ce qui se fait de mieux en Italie cette saison. Tout a été très bien résumé. On va parler de très beau football maintenant. Ouais, je pense. Et juste pour faire un petit peu la pub de Théo, parce que je la fais pas souvent, même s'il vient souvent dans mes émissions. Théo donc s'est lancé sur TikTok avec Calcio Théo, donc où il fait donc des petites vidéos sur le foot italien avant, après journée, championnat et Champions League. Et franchement, c'est super et je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Merci Gilbo, c'est très gentil. Bah de rien. Ouais, le travail de qualité mérite qu'on en parle. Et quand on parle de qualité, donc je pense qu'on rebondit bien parce que La transition est toute faite. l'Atalanta, c'est de la qualité. On l'a vu déjà mardi soir. Je pense qu'on va commencer par la fin parce que c'est vraiment, je trouve, le résumé, on va dire, de ce que l'Atalanta fait de bien depuis le début de la saison. Une victoire à Berne 6-1 contre les Young Boys, une presta exceptionnelle. On peut dire que ce n'était que les Young Boys de Berne en face, mais l'Inter, il y a quelques semaines, a vraiment galéré pour s'imposer 1-0 là-bas, et l'Atalanta, elle, en une mi-temps, avait plié le match. Est-ce que tu as la même vision que moi? On va dire que ce match, c'est un petit peu le résumé des qualités de l'Atalanta. Je pense que oui, pour montrer à quelqu'un qui a jamais vu l'Atalanta jouer, quel football pratique Gasperini et ses hommes, tu lui montres ce match, tout est bien synthétisé. Tu as une attaque ultra offensive et très polyvalente avec le Retegui qui est capable de se retrouver dangereux dans à peu près toutes les situations de jeu, De Ketelaere qui est aussi bon à la finition qu'à la passe, et puis ce qui est encore une fois frappant avec cette composition qu'emmène Gasperini en Suisse, c'est la rotation. C'est un Brescianini qui revient de blessure et qui se réintègre tout de suite très bien dans l'effectif. Un Bellanova laissé au repos pour un Quadrado qui est encore utile en Serie A et en Champions League en 2024. Un De Ketelaere qui est capable d'accompagner Retegui ou de se mettre un cran derrière. Rajouter à ça le fait que les trois centraux sont des joueurs très bons à la relance et qui sont surtout capables d'intervertir leur rôle, ça donne une équipe quasiment imprenable et c'est une forteresse que l'AS Roma va tenter de franchir à domicile ce week-end. Et ce sera un défi énorme pour Ranieri après le match face à Tottenham hier. Donc non, objectivement, c'est vraiment une des démonstrations que nous a montré l'Atalanta hier de sa capacité à être sur tous les fronts et d'avoir surtout un groupe qui est capable de s'investir, peu importe la mission. Ouais, non, non, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Mais si on veut parler de l'Atalanta, on va dire, faut qu'on parle déjà, et ça, c'est vrai que je trouve que c'est pas beaucoup mis en avant dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on voit. Avant tout, le club. L'Atalanta, c'est des finances saines, hein. C'est une équipe qui est extrêmement bien gérée, qui a su faire entrer un capital étranger de façon intelligente, ce que pas tout le monde a réussi à faire. C'est la troisième équipe en Italie qui a son équipe U23 en série C, et d'ailleurs des trois, c'est celle qui a les meilleurs résultats. C'est sûr. C'est un trading qui est toujours réussi, hein. On peut penser à Højlund, que personne ne connaissait quand il arrive à Bergame, qui a été revendu 70 millions derrière. Kopp Mainers, pareil, il arrive de la Z Alkmaar et il va à la Juve. En formation, c'est une des deux, trois plus grandes pépinières d'Italie depuis déjà les années 70. Et dernièrement, le stade a été refait à neuf, donc on a vraiment un club déjà qui est super, super bien structuré. C'est assez impressionnant. Ouais. La dernière pierre, on va dire, en date de cet édifice reste le stade, qui, de par la longueur qu'il avait été amené pour finir la construction, avait un peu remis en doute ces finances-là, parce que le financement des stades italiens, c'est souvent un grand cheval de Troie et c'est pas toujours réussi. Il y a soit une transition du stade qui s'éternise, je pense à San Paolo par exemple, à Naples, et l'Atalanta a vraiment pris ce parti pris de jouer, de continuer à jouer dans un
pendant que le reste était en travaux. Et ça a très bien fonctionné parce que le Gewiss Stadium aujourd'hui, il est prêt. Il accueille les plus grandes équipes européennes et voit aussi ce qui se fait presque de mieux en football italien cette saison et même sur les saisons précédentes. Donc c'est un club qui est globalement bien structuré à toutes les échelles. Et puis l'Atalanta, comme l'AC Milan cette saison, a très bien compris aussi que c'était important de garder ces jeunes dans un football où la jeunesse demande de plus en plus à avoir du temps de jeu très rapidement. C'est un moyen de professionnaliser aussi plus largement un groupe qui va au-delà de 23 joueurs. Et c'est important, je pense, pour ces clubs-là d'avoir cette espèce de ressource infinie, en plus des joueurs que Gasperini a à disposition, se dire que la formation est très intéressante derrière. Et c'est, oui, des rotations et des postes qui s'enchaînent très bien. Alors, à ça aussi, parfois, c'est limite. Moi, je pense à Timothy Castagne, notamment, qui avait parlé de la gestion de Gasperini et de l'intensité que ça demandait. C'est vrai que les joueurs qui sortent d'un cycle Atalanta, soit ils explosent et on les laisse partir parce qu'ils sont au début de leur carrière, ou ils sont sur un début de fin et c'est compliqué pour eux de se relancer. Timothy Castagne en est l'une des preuves. Ate Bauer arrive pas du tout avec le même statut au Stade Rennais qu'il avait à celui de l'Atalanta. Et puis des fois, c'est des joueurs qui arrivent à partir un peu près au bon moment et qui, bah, comme pour Kopp Miners, qui a juste confirmé à l'Atalanta pour ensuite exploser à la Juve, il y a des joueurs comme ça qui sont encore dans cette capacité de réussir après l'Atalanta. Mais une chose est sûre, c'est une machine à part entière. Je pense que c'est ça l'aspect le plus unique de tous les clubs de Serie A aujourd'hui. C'est un fonctionnement, tu l'évoquais, qui va de la finance au jeu jusqu'au résultat. C'est vraiment une continuité on ne peut plus logique et c'est vraiment l'un des seuls clubs qui fonctionne comme ça en Italie cette saison. Ouais, comme tu l'as évoqué, donc tu as commencé à parler de la méthode Gasperini. C'est vraiment l'un des personnages clés, on va dire, de cette Atalanta. Gasperini entame sa neuvième saison sur le banc de l'ADER. Si on regarde un petit peu les chiffres, bon, il a quand même trois finales de Coupe d'Italie, perdues, mais il a quand même trois fois emmené l'Atalanta en finale. Il a réussi à aller trois fois sur le podium. Il a cette longévité donc qui fait qu'il peut continuer de travailler de façon sérieuse, même si Gasperini cet été bah, il a hésité à rester hein. Après la victoire en Europa League, il aurait pu partir. Il est resté, même si on lui a vendu comme Mainers, a priori c'était une des conditions pour qu'il reste, mais il est quand même resté derrière. Et on va dire Gasperini, je trouve que c'est une continuité, mais aussi il y a quand même du changement parce qu'il arrive à faire évoluer ses joueurs et il a cette capacité, toujours dans le même schéma tactique, qui travaille un peu quand même, surtout sur les positions offensives, mais il arrive à bonifier de façon systématique n'importe quel joueur qu'on lui met sous la main. Moi, je trouve que c'est quand même impressionnant. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il est capable de créer sur une période type des joueurs ultra compatibles avec son dispositif. La paire Atebauer-Gossens dans son 3-5-2, c'est ce qui s'est fait de mieux pendant des années. C'est poser la question du renouvellement avec un Bellanova très jeune et un Ruggieri très jeune et un Zappacosta qui est capable d'apporter de la polyvalence en jouant central et piston droit. Et il s'est même permis le luxe de récupérer Quadrado à l'Inter. Devant, l'Atalanta fonctionne et roule très très bien aujourd'hui. C'est une machine qui marche très bien. Il y a quelques années de ça, l'après Gomez et Zapata était la grande question de cette équipe-là. Comment on pouvait même rajouter Ilicic à ce trio-là, qui est le premier à avoir vécu les heures de gloire italiennes et européennes de l'Atalanta. Et ça paraissait un chantier inconcevable que de se dire que des joueurs aussi Atalanta compatibles et aussi importants dans la réussite récente de la DA allaient partir un jour. Gasperini a trouvé la solution. Il a toujours cette capacité à savoir rebondir avec une capacité à être entre la polyvalence de joueurs qui sont capables de s'arracher à tous les postes et des joueurs qui s'intègrent très vite à son collectif. Pour le premier cas, je pense que Martin de Roon est un exemple. Le capitaine est aussi performant en centrale qu'en 6 ou en 8. Et il y a plein d'autres noms que appuient ce théorème-là. Et puis même un Charles Dekettler ce soir qui vient être à mi-chemin entre le 9 et le 10 et aussi bon à la passe décisive qu'à la finition. C'est un des exemples parmi tant d'autres qui permet typiquement sur un match comme ça de faire reposer un Lookman pendant 90 minutes et de l'avoir presque frais pour le match face à la Roma ce week-end. Donc c'est aussi un modèle de gestion sur ce point de vue-là de la part de Gasperini. Ouais, non, c'est vraiment particulier et vraiment unique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et on peut dire aussi, ce qui est unique, on va dire, c'est la façon de jouer de cette Atalanta, qui est une équipe où on voit que tous les joueurs s'éclatent, très clairement.
c'est quand même la base du football, hein, de s'éclater. Gasperini, il l'a dit, je sais pas si c'était en conf de presse là après les Young Boys ou celle d'avant, où il a dit, des fois je regarde des matchs et je vois des collègues qui se contentent de défendre. Moi, je n'arrive pas à envoyer une équipe sur le terrain et de me dire qu'il faut pas essayer de marquer des buts. Donc voilà, on voit un petit peu cette philosophie. Donc comme tu l'as dit, c'est une véritable machine, hein, c'est une machine de guerre. Et tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et il y a quand même une particularité de cette Atalanta, et on la voit encore plus, je trouve, cette saison, c'est qu'elle a une attaque stratosphérique, quoi. 45 buts en 19 matchs. Sur les 7 dernières rencontres, on est quand même à une moyenne de 3,4 buts par match, hein, c'est quand même énorme. Et tout le monde marque, 13 buteurs différents. Les défenseurs marchent, même Kolasinac maintenant il va marquer des C'est buts, donc parti. c'est quand même assez exceptionnel. Les latéraux marquent, les attaquants marquent, les milieux marquent. Enfin, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Bah, sur la compo qu'il y a hier face aux Young Boys, hormis les pistons qui sont pas prédestinés à apporter offensivement continuellement et Martin de Roon qui là joue au milieu de terrain, Brescianini, Pasalic, Retegui et De Ketelaere ont tous joué quasiment un rôle où ils sont devant la surface. Brescianini avait démarré un cran plus haut avant de se blesser en début de saison. Pasalic joue aux côtés d'un autre attaquant quand De Ketelaere est en retrait ou que Retegui n'est pas disponible. Donc ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. À partir du moment où Gasperini a entre les mains 11 ultra dévoué à sa vision du football et ultra compatible et échangeable entre eux, forcément, tu te retrouves avec des situations qui sont tout le temps portées vers l'attaque. De Kolasinac pour aller jusqu'à son face-à-face face à Berne, c'est un modèle de football décomplexé. Je veux dire, il n'y a aucune autre équipe qui prône cette philosophie-là qui se serait permis de dire, OK, tu vas partir, tu vas sortir de ta ligne de 3 défensive, jouer en retrait et sur des combinaisons avec tes milieux de terrain, et sur la dernière passe, on te lance, tu perces la ligne défensive et tu y vas. Si c'est Retegui, c'est une très belle action. Mais là, Kolasinac, c'est surhumain de faire ces 80 mètres-là. Et c'est oui, c'est une très belle illustration de ce que ce football de Bergamesque est capable de proposer cette saison. C'est une dévotion à tous les étages. Ça a forcément parfois aussi ses penchants et ses défauts. Moi, je me souviens d'un match face au Real il y a quelques années en Ligue des Champions où justement cette extravagance-là de football avait trouvé ses limites face à une des équipes les mieux organisées en Europe. Et on va avoir le droit à une revanche cette année à Atalanta Real dans quelques semaines de cela, qui sera très intéressante à voir parce que justement ce Real qui est vraiment qui calque tous ses principes de jeu sur des grands principes de conservation, de contre-attaque, d'individualité. L'exact inverse est opposé de l'Atalanta cette saison. Ce sera une vraie opposition de style et il y aura peut-être une plus grosse surprise des années où la fougue, entre guillemets, de l'Atalanta n'avait pas été suffisante face à la baraka et à l'expérience d'un Real Madrid en Ligue des Champions. Ouais, et comme tu l'as dit, là, le but de Kolasinac, enfin, j'y reviens dessus parce que il y avait une marque de fabrique il y a quelques années à l'Atalanta, c'était Gasperini qui avait un petit peu inventé cette action, on va dire, où le piston droit, là pour l'occasion, fait marquer le piston gauche, quoi. C'était Attebauer ou Castagne pour Robin Gosens. Et là, maintenant, l'évolution, c'est d'arriver à faire marquer ce qu'en Italie, on appelle le braccetto, donc Kolasinac. Et tu as même Kosonu maintenant qui s'essaye Ouais, quand il joue axe droit. Donc voilà, il a un petit peu modifié, mais il est en train d'inventer encore quelque chose. Alors, dans l'intro, j'ai posé en quelque sorte la question, est-ce que l'Atalanta peut gagner le Scudetto? Est-ce qu'elle peut gagner la Ligue des Champions? Voire même les deux. Enfin, je pense que j'exagère un petit peu, mais bon, c'est une équipe de coupe, hein, très, très clairement. Elle l'a démontré encore une fois en Europa League la saison passée. Donc, je voudrais qu'on voie un petit peu là, on a déjà parlé du jeu, qui est vraiment un point fort. Quels sont les autres aspects, on va dire, qui peuvent nous pousser dans cette direction. Et avant de parler du reste, je voudrais qu'on fasse un focus sur un joueur, très clairement, qui je trouve qui, là, cette saison, il explose avec Gasperini, c'est Matteo Retegui, qui est le numéro 9 en plus de la nationale. Retegui, donc, a mis 12 buts en 13 matchs en championnat. Il vient de se débloquer en Ligue des Champions avec son doublé à Berne. On a l'impression on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais on a vraiment l'impression que Gasperini est en train d'en faire un buteur hors pair. il est en très très grande confiance et c'est d'autant plus impressionnant dans sa trajectoire que son arrivée en Italie vient presque justifier son statut à la nationale. On dit voilà, regardez, on vous nationalise un buteur et on va le faire jouer au Genoa histoire de dire
Maintenant il est en Italie, il a des origines italiennes lointaines, mais au moins il joue chez nous, il peut être éligible à la nationale. Et en fait, les débuts, les fulgurances qu'on apercevait par moment avec le club de Gênes la saison dernière sont devenus des automatismes et des habitudes cette saison avec la DA. Et ça, c'est très fort pour Retegui, qui manquait entre guillemets encore cette petite case Ligue des Champions pour bien démarrer cette saison. Il le fait brillamment en Suisse il y a quelques jours. Et donc, il y a un buteur ultra complet. C'est ça la finalité aujourd'hui. Un joueur qui, à la différence peut-être d'un Thuram ou d'un Pulisic, est un peu moins dépendant de son effectif, qui est dans une capacité aussi de renverser des matchs seul. Et puis, il s'insère aussi dans un effectif où il est toujours capable d'être quasiment à 100% de ses capacités, peu importe les coéquipiers qui l'entourent. Face à Berne, il a un Deketlar qui est positionné un cran plus haut et un Brescianini qui revient de blessure. Il est entouré de deux milieux de terrain qui n'ont pas comme vocation à être des buteurs nés et des morts de faim devant les cages. Il s'adapte très bien. Il y a son doublé et d'une manière générale, la cohabitation avec ces deux éléments offensifs, elle est très intéressante. Et c'est peut-être le seul buteur en Serie A qui présente cette caractéristique-là avec aussi un Marcus Thuram qui parfois quand l'Inter était en difficulté a su emmener l'équipe toute seule, mais par rapport aux buteurs tout en haut du classement, on peut penser à Moskin ou à Pulisic aussi, c'est vraiment une caractéristique assez forte et comme pour beaucoup de buteurs en Serie A qui performent, il manque la dernière case, celle de la nationale. Et il y a eu le but en Serie A, il y a eu le but en Ligue des Champions. Il manque maintenant cette case nationale et qui, je pense, permettrait, s'il il arrive cette saison à faire quelque chose avec la sélection nationale, d'avoir la première saison référence pour un buteur qui a même pas encore 27 ans. Et ça, ce sera assez énorme pour l'avenir du football italien. Ouais, c'est vrai on découvre vraiment un serial buteur. Et ce qui est particulier avec Retegui, c'est que c'est un joueur, donc disons qu'il n'y a pas de. Autant on a des attaquants qui ont plutôt tendance à marquer des buts à domicile avec l'aide du public quand l'équipe est pousse, d'autres qui ont plutôt la vocation à marquer sur des contre-attaques. Et là, on a un joueur qui marque autant de buts à domicile qu'à l'extérieur. Très bon joueur de tête, il continue de marquer de la tête, mais à Berne, par exemple, ses deux buts sont du pied. Donc, il diversifie sa palette. Et Gasperini travaille sur Retegui pour le faire évoluer. On a vraiment cette sensation d'un. Moi, je le compare un petit peu à un bison, ce qu'on a fait là, le Dario Hübner de l'époque, des années 2000, un bison devant qui force les portes à coups d'épaule, un attaquant un peu à l'ancienne. Et Gasperini est en train de le faire évoluer et il essaye d'en faire un attaquant qui sort de la surface. Et je vais te dire pourquoi, parce que ça va être, je vais te poser une question derrière. C'est parce qu'il prévoit déjà de travailler son entente avec Scamacca. Lorsque Scamacca va revenir au mois de février, Gasperini a dans la tête d'arriver à faire jouer ensemble les deux attaquants. Qu'est-ce que, toi, à ton avis, c'est jouable de faire jouer Scamacca à Retegui? Moi, j'ai un petit peu du mal à y croire, mais à voir. J'en avais presque oublié qu'il était encore là, ce bon vieux Gianluca. C'est vrai que sa blessure en pré-saison, elle est assez terrible. Mathématiquement parlant, elle est plus que rassurante, cette éventualité dans laquelle il va revenir, parce que ça voudrait dire à l'Atalanta qu'elle aurait ce luxe d'avoir un numéro 10 ultra performant avec deux attaquants qui ont des profils sur le papier très intéressants. Maintenant, sur le terrain, c'est vrai que c'est particulier. L'assage que Gasperini arrive à faire à chaque rencontre, c'est une succession de trois, quatre éléments offensifs qui n'ont pas les mêmes qualités et qui donc arrivent à bien s'emboîter. Retegui et Scamacca sont des bisons, des hyènes, des vautours, tout ce que tu veux, des buteurs qui rôdent autour de la surface. Et la grande question qu'on se pose assez naturellement quand Scamacca va revenir, c'est est-ce qu'ils vont pas se marcher sur les pieds? C'est pas les mêmes qualités. C'est deux buteurs assez techniques, assez imposants physiquement. Scamacca, ça semble assez logique au vu de sa taille, mais Retegui, vu du stade, qu'on l'ait vu respectivement lors de l'Italie-France au Parc des Princes, c'est aussi un buteur assez impressionnant physiquement. Donc ça peut être une hypothèse. Après, ça dépasserait même le cadre d'un Retegui, parce que ça voudrait dire aussi que le numéro 10 derrière devrait réadapter son rôle pour que ses courses ne soient pas les mêmes que celles que Retegui va tenter pour apporter des solutions à Scamacca. Donc c'est un sacré chantier qui m'était complètement sorti de la tête avec cette blessure-là. Si ça marche, c'est extraordinaire. Il faut quand même voir du positif là-dedans. Si ça marche, ça veut dire que le Scamacca va revenir avec l'un des 10 les plus décisifs à chaque rencontre et le meilleur buteur de Serie A. On peut difficilement être mis dans de meilleures conditions pour un retour. Donc si ça marche, c'est énorme. Et c'est déjà, oui, une très bonne preuve d'intelligence tactique de la part de Gasperini que de préparer
8 à 12 semaines à l'avance le retour d'un attaquant. Et rien que pour ça, le geste est à saluer, ça c'est sûr. Ouais, donc voilà, le retour de Scamac, ça va montrer aussi un autre, ça montre un des points que moi je trouve qui sont quand même importants dans le fait que je considère que l'Atalanta peut gagner un des deux trophées majeurs cette saison. L'Atalanta a un effectif, surtout devant, qui est vraiment exceptionnel. Euh, Tous les postes sont doublés, très clairement. Voire même par moments triplés. Tu as des jeunes qui poussent un petit peu derrière. Donc, c'est un effectif qui est pléthorique. Et je pense que vu la double compétition, plus la Coppa Italia, que Gasperini a quand même envie de gagner à un moment donné, l'effectif est taillé pour se mêler à toutes les luttes. Ça me semble logique. Pour le coup, c'est vrai que par rapport à d'autres équipes comme l'AC Milan ou l'Inter, où dès qu'ils font tourner en championnat, ça se sent et c'est plus compliqué. Là, on est sur un match où Samardžić joue les 25 dernières minutes et il apporte quasiment un second souffle au milieu de terrain de l'Atalanta, où Lookman ne joue même pas une minute et sera complètement frais, comme on disait au début d'émission, pour affronter l'AS Roma, où un Quadrado permet à Bellanova de se reposer et à Zappacosta de récupérer de sa blessure tranquillement. C'est des doublures quasiment assurées à tous les postes. Alors, il y a toujours cette petite interrogation au niveau du poste de gardien de but avec un, un Carnegesi qui est pas indiscutable sur ce début de saison-là. Il intervient dans un contexte où Rui Patricio est le deuxième gardien, donc il garde encore ce petit train d'avance. Mais voilà, il y a Toloi et Zaniolo qui rentrent aussi en fin de rencontre hier. Et oui, c'est un effectif qui, globalement, est quand même très, très, très bien ficelé et qui peut même se permettre le luxe de vendre des joueurs prometteurs ou d'avenir. Je pense à un Bilal Touré dont l'avenir va vraisemblablement s'éloigner de l'Atalanta avec sa signature à Stuttgart cet été. C'est très très bien ficelé. Je ne sais pas si on a d'autres exemples comme ça en Serie A. Là, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Non pas dans la superposition de joueurs dans un effectif, parce que tous les clubs du top 6 aujourd'hui sont capables de mettre deux compositions différentes, c'est avec un match le mercredi et un match le week-end. Mais en termes de qualité, ça, je pense que c'est vraiment l'une des forces de l'Atalanta cette saison, où, comme on l'évoquait, tu perds pas au change si c'est le deuxième joueur qui vient, et c'est le cas sur quasiment tous les postes du 11 de Gasperini à chaque match. Ouais, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment surtout devant, moi, que ça me fait même presque halluciner, quoi, quand tu peux avoir Retegui, Scamacca, Lookman, De Ketelaere, Zaniolo, parce que Zaniolo, il va le récupérer aussi d'une façon ou Il va d'une le autre. récupérer et puis il avait, comme Samardzic, il est venu marquer le. Alors c'est un contexte différent lors de leur dernière rencontre en Ligue des Champions parce que son but est quand même déterminant dans la victoire de la DA à Zaniolo. Là, Samardzic, il vient juste, voilà, regardez, j'ai 25 minutes dans les jambes, je dribble tout le monde, je marque, fin de l'histoire. Et puis voilà, on rentre chez nous et on se prépare pour le match de l'AS Roma. C'est un message qui est quand même assez impressionnant de se dire que quasiment l'un de ses meilleurs joueurs, ou tout du moins l'un des meilleurs entrants, ne va rentrer que pour les 25 dernières minutes de jeu. C'est un message. Je pense que n'importe quel autre club du top 6 de la Serie A rêverait d'avoir ce joueur-là sur ce banc qui ne sera pas uniquement capable de faire une différence sur un coup de pied arrêté ou sur les 10 dernières minutes de jeu, mais qui peut complètement faire changer le cours d'une rencontre dès la 60e minute. Pour l'instant, cette saison, il n'y a que l'Atalanta qui peut se permettre ce luxe-là pour le coup. Ouais, non, non, c'est sûr. Et derrière, où tu as une défense là, qui commence un petit peu à bien tourner avec Kosunu, Yen et Kolasinac, tu as Scalvini qui est en train de récupérer De aussi. revenir Donc, aussi, ouais. c'est c'est pas rien. En termes d'individualité, donc on a parlé de Retegui, on a parlé un petit peu sur le fil de Ketelaere, hein, qui est le deuxième meilleur passeur européen après De Bruyne sur l'année 2024, donc c'est quand même pas rien. Et vu que voilà, toi qui t'intéresses beaucoup au fait du Milan, je pense que c'est quand même un petit peu une déception parce que Ah, c'est à Milan, il le n'a terme pas déception est faible, hein. réussi à s'imposer, alors que là, l'Atalanta, il surnage. Moi, j'ai l'impression de revoir Ilicic, très clairement. Bah c'est vrai que c'est un style, ces deux passes décisives face aux Young Boys, c'est pas le numéro, c'est pas le numéro 10 qu'on imagine dans le football. C'est pas le joueur où techniquement il se retourne, il sait déjà où il va la mettre, c'est préparé à l'avance. C'est pas Iniestesque, si on peut tenter une comparaison avec un autre joueur de ce profil-là. Pour autant, avec sa grande taille, avec cette technique qu'il a réussi à adapter à son corps, il est juste, et c'est vraiment quelque chose qui lui manquait à l'AC Milan, où, en plus d'avoir été trimballé à différents postes et donc d'instaurer un climat de confiance difficile pour un joueur qui découvrait véritablement le top 5 européen après des belles promesses à Bruges. Là, la différence avec Gasperini, c'est qu'il est vraiment
complètement débridé. Il est dans un football total où on lui laisse la possibilité d'être un 9 aux côtés de Retegui et d'un 10 juste devant soit Bresciani, soit d'être carrément devant la ligne de 4. Et donc, ces deux passes décisives face aux Young Boys illustrent très bien le profil de joueur que c'est, qui apprend de plus en plus à être au bon endroit au bon moment et qui travaille cette qualité de passe. C'est pas toujours élégant, mais c'est surtout très 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 intelligent footballistiquement de sa part d'être dans cette capacité de d'adapter son style de jeu avec sa morphologie. Et c'est ce qui le rend quasiment indispensable à cet Atalanta-là. Alors que quand il arrive, on se demande si ça va être un 9 ou un 10 parce qu'il est ni performant à ce poste-là ni à l'autre. Il a été faux neuf et ça a brillamment marché à Bruges. Il a été 10, parfois à droite, parfois à gauche à l'AC Milan. Et un peu comme Paqueta, il était jamais ultra performant au 3 et souvent moyen à tous les postes. Là, Gasperini, c'est le mariage parfait pour l'instant pour ce joueur-là. Et son match face au Young Boys, ouais, c'est un exemple. Et au-delà de cette sympathie que j'ai pour l'AC Milan, je suis quand même content pour le joueur qui se relève très bien après une responsabilité énorme qui lui était incombée à l'AC Milan, puisqu'on parle quand même d'une arrivée où on disait c'était soit Dybala, soit lui pour être derrière l'attaque. Ce qui était, à mon sens, aussi une pression immense pour un joueur. Et on sent qu'il est complètement libéré de ça. Et on peut que lui souhaiter de continuer à pratiquer ce football total qu'il a à l'Atalanta, ça c'est une certitude. Ouais, en tout cas, c'est vraiment un joueur qui est très beau à voir jouer et qui devient extrêmement efficace, hein. Il redevient le joueur qu'il était à Bruges. On pourrait quasiment tous les citer, hein. Tu as quand même un Lookman qui Oui, est c'est impressionnant. Non. c'est le meilleur joueur africain de la saison, qui a gagné en finale de l'Europa League. Il avait fait la différence. Il a eu cette histoire un petit peu du départ à Paris qui l'a un peu mis en difficulté, mais finalement, il s'est remis dans le droit chemin. On n'en parle pas beaucoup, mais tu en avais un petit peu parlé tout à l'heure, mais tu as le duo Ederson-De Roon, qui est peut-être la meilleure paire de milieu axial du championnat. Ouais, avec Ederson qui Si on trouvait se pas met la sur poussière. deux joueurs, hein, parce que si on va sur trois, l'Inter c'est Oui, au-dessus, mais il y a sur deux l'Inter. joueurs, ceux qui font des doublettes, on est excellent. Et moi, tu as un joueur que j'aime beaucoup, que je suivais dès qu'il est arrivé en Italie, c'était Isaac Yen quand il est arrivé à l'Hellas Vérone, et qui là a encore passé un cap à l'Atalanta, et on en parle déjà pour aller jouer dans un club. Je peux pas dire un club plus huppé, mais un club où il va gagner mieux sa vie, quoi. Maintenant, je le tournerai comme ça, vu que Bah, l'Atalanta fait partie des gros clubs maintenant. c'est particulier pour Yann parce que il arrive dans ce truc où on se dit, OK, l'Atalanta recherche un nouveau défenseur relanceur. C'est la question qu'on se pose, comment est-ce qu'il va être capable de jouer? Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Atalanta? Et au final, la blessure de Scalvini, la rotation qu'il y a autour de lui, fait que ça a été le joueur installé le plus naturellement possible dans cet Atalanta-là. Et donc là, en fait, on se pose même la question de comment est-ce qu'il va se répartir le rôle de relanceur quand Scalvini va revenir, tant il est devenu une valeur sûre derrière. L'Hellas Vérone a été vraiment une petite étape vers son ascension. Moi, j'ai envie de le voir rester en Serie A. Forcément, même un Lookman, on t'en parlait très justement, on a failli voir partir après son triplé en finale d'Europa League. C'est des joueurs dont on a envie encore de voir profiter. Est-ce que c'est un plaisir égoïste ou est-ce que la carrière passe avant? C'est le grand dilemme de ce genre de questions, mais le central de l'Atalanta qu'il est aujourd'hui est tellement plaisant et tellement bien intégré dans cet effectif-là. Franchement, ça a à se demander qu'est-ce qu'il pourra apporter de plus, quoi. Finalement, c'est un défenseur qui est vraiment au bon endroit au bon moment. Et puis même Kosunu à ses côtés, qui a participé à l'épopée du Bayer Leverkusen la saison passée, qui est aussi très bien intégré. C'est vraiment une défense qui tourne bien, quoi. T'as 6 joueurs pour 3 postes à chaque rencontre, parce qu'il y a Toloi qu'il faut pas oublier derrière et Scalvini qui est doucement mais sûrement sur le retour. C'est hyper plaisant à voir jouer. Franchement, c'est comme tout le reste de l'effectif. Il y a, hormis peut-être Carnichesi, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de poste véritablement à l'Atalanta où il y a vraiment un feu à éteindre absolument au plus vite pour permettre à l'équipe de mieux fonctionner. Ouais. Moi, j'en ai pas trouvé, donc je te pose la question. Est-ce que tu vois des défauts dans cette équipe et des choses qui pourraient l'empêcher de continuer à lutter pour le titre en Italie et en partie en Ligue des Champions? Bah, c'est toujours la grande question en fait de cet Atalanta-là parce que c'est un football qui est tellement pas épuisant, mais qui fait tellement appel aux capacités physiques, motrices et cérébrales des joueurs que on se pose toujours la question de est-ce qu'il va y avoir un coup de moins bien? Est-ce que
va y avoir cette descente avec l'hiver, les organismes qui sont un peu plus mis à rude épreuve? Est-ce que c'est ce rush décisif de mars-avril qui va leur faire perdre tous les repères qu'ils ont su construire au début et au milieu de la saison? Est-ce que c'est un match type où le joueur sur lequel on attendait beaucoup va s'effondrer? C'est toujours l'incertitude quand on a une équipe qui pratique ce football total-là, qui soit à un moment donné complètement annihilé ou anesthésié par une équipe et que ça démarre ensuite sur une série noire. Pour l'instant, on l'a pas, cette équipe. Il faut l'admettre et aussi voilà, apprécier ce que l'Atalanta est capable de faire. Elle n'est jamais encore tombée sur une équipe qui a réussi à complètement braquer tous ses principes de jeu ou à complètement empêcher un joueur d'exprimer le football qu'il avait envie d'avoir. Peut-être que le match face au Real va être un premier élément révélateur, même si c'est un Real un peu malade qu'on a cette saison. Mais pour l'instant, j'en vois pas d'éléments pour cette Atalanta-là. Alors, elle n'est pas leader de Serie A, il faut Mhm. avoir aussi l'intelligence de le reconnaître. Elle est toujours chevauchée par cette Atalanta-là, par ce Napoli-là. Elle a montré au Napoli qu'elle serait supérieure, voire quasi égale à eux face à eux cette saison, et ça s'est vu avec le 3-0 infligé il y a quelques semaines de cela. Qu'est-ce qui va les empêcher d'autres? C'est 34 buts en 13 matchs, c'est un tout petit peu plus que l'Inter, mais c'est 14 pions de plus que le leader actuel de la Serie A, qui est le Napoli. C'est difficile de voir des éléments qui pourraient ralentir cette Atalanta-là, tant la machine est bien huilée. Hormis ce cataclysme dont je te parle là, brutal, parce que c'est vraiment pour moi ce qui pourrait faire flancher une équipe en confiance, en pleine confiance, qui est cette DA actuellement. J'en vois pas non plus d'éléments rationnels, tant il y a de l'irrationnel dans cette DA sur le terrain cette saison. Ouais, si on pourrait sortir un match où elle est passée complètement au travers, c'était contre l'Inter en début de saison où elle se Oui, c'est prend ça, ouais. 4-0. Mais c'était pas l'Atalanta d'aujourd'hui. Il y avait des absents, il y avait des joueurs qui, parce que Retegui, par exemple, est arrivé quand même assez tard. C'était pas l'Atalanta qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est vrai que bon, moi j'ai du mal à y voir des points négatifs. On va essayer, on va voir, on va essayer de répondre à la question quand même. Est-ce que l'Atalanta, à ton avis, peut gagner le Scudetto, la Ligue des Champions ou les deux? Pour moi, il y a un choix à faire pour une équipe comme ça. Et j'ai quand même ce sentiment-là que ce choix, il se portera vers le Scudetto et moins vers la Ligue des Champions. Parce que il y a quand même peut-être pas cette limite, mais cette expérience européenne que une partie de l'Atalanta, du 11 de l'Atalanta, s'est forgée avec la victoire en Europa League la saison passée, mais qui est quand même une ADN qui se construit et qui s'amène avec du temps. Et ça, si demain il y a une demi-finale City, Real, Bayern, peut-être pas le Paris Saint-Germain, mais où l'Atalanta est en face, c'est très compliqué à analyser, à tenter de concevoir, de percevoir un résultat, parce que de un, le football est une science inexacte, et c'est ce qui en fait son charme, et de deux, l'Atalanta est une équipe à la science inexacte. Donc ça fait deux paramètres très compliqués à concilier, qui me font dire que ce top 6 là qu'on a complètement fou derrière le Napoli en Serie A va se détacher à un moment donné. On le voit, la Juve, si elle reste encore invaincue en Serie A, elle est quand même dans cette difficulté à plier les matchs et ça peut être quelque chose qui va lui être préjudiciable à un moment donné de la saison. La Fiorentina joue déjà son statut de concurrent au Scudetto avec son match face à l'Inter ce week-end. Donc, il y a forcément un moment donné, comme au Tour de France ou à une épreuve de cyclisme, le peloton de tête va s'éparpiller et il y aura une ou deux équipes qui va euh, avoir la capacité de prendre cette avance-là. L'Atalanta peut le faire, elle en a les moyens à mon sens. Pour la Ligue des Champions, c'est plus compliqué. Le parcours est déjà quasiment tracé pour la phase de poule. Il va falloir faire au mieux maintenant pour la Ligue des Champions et pour la partie éliminatoire, sachant que cette saison, c'est un fonctionnement un peu comme au tennis où le premier va affronter le huitième, le deuxième, le septième, etc. Et donc là, si on regarde ce qui se passe actuellement, dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, l'Atalanta devrait se hisser face à Dortmund, qui a été sa bête noire en Europa League il y a quelques saisons. Donc c'est compliqué, c'est des approches de match toujours très particulières. Et c'est cette petite incertitude-là et cet ADN Ligue des Champions, ou tout du moins Coupe d'Europe, que l'Atalanta commence à avoir, mais qui est peut-être encore un poil insuffisante face à des clubs comme Liverpool, le Barça ou Dortmund, qui me fait encore avoir cette petite inquiétude pour l'avenir de la DA en Europe. Je mettrai une pièce sur le Scudetto,
l'Europe, il manque encore quelques résultats probants et notamment le match face au Real Madrid. J'y pense tout particulièrement. Ouais, bah écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter. T'as bien résumé en fait. Y a rien à dire. Toi, tu mets une pièce sur le Scudetto. Moi, j'en mets même deux sur le Scudetto. Et je souhaite qu'elle fasse quand même un beau parcours en Ligue des Champions. C'est Mais en évidemment ce qu'on effet, leur souhaite. dès qu'elle va tomber peut-être sur un adversaire rodé, sur un match aller-retour, il y aura peut-être quelque chose qui fera la différence à sa défaveur. Allez, moi, je vise le Scudetto, un quart de finale de Ligue des Champions pour l'ADA. On verra. Ouais, c'est l'équilibre le plus juste. Là, dans le top 8 là, Liverpool, Inter, Barça, Dortmund, c'est très très lourd. Et puis derrière, Leverkusen, Arsenal et Monaco qui sont aussi pas des équipes faciles à appréhender. On va espérer que ça tienne. Et puis oui, le Scudetto, ça, je pense que déjà ce week-end, ce sera une journée très intéressante parce que ce, ce top 6 absolument idéal, où tout le monde était capable de trouver son équilibre dans le mariage pour le Scudetto, va commencer pour moi à se morceler dès cette journée de fin novembre, début décembre. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on va voir ce week-end. Théo, je te remercie de m'avoir accompagné sur cette émission. Je remercie aussi tout le monde de nous avoir écoutés. Bah, si vous aimez ce podcast, hein, n'hésitez pas de nous suivre sur YouTube ou sur Spotify ou ailleurs, même un commentaire. Enfin, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des nouveaux épisodes. Ciao à tutti. Salut Gilbo, merci tout le monde. Ciao.